Bonjour, quoi de plus relaxant, de plus zen que de démarrer notre balade du jour comme ça, suspendu au-dessus du vide sur l'une des plus belles terrasses de Paris, celle du restaurant Maison Blanche, avenue Montaigne. Regardez-moi cette vue, c'est splendide. Aujourd'hui, je vais prendre un peu de hauteur et me balader sur l'un des symboles de Paris, sa fameuse toiture qui a tant inspiré les peintres, les photographes et les cinéastes. Un univers hors sol, au-dessus de nos têtes, souvent caché, parfois secret, que je vous propose de découvrir dans ce numéro spécial Toit de Paris. Allez hop, c'est parti. Et au fait, on n'est pas le vertige ? Au sommaire de ce numéro de Paname un peu perché forcément, Johan Leroux, alias Zéphyr, est freerunner et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est gambader sur le zinc, juste au-dessus de nos têtes. Dans Paris, il y a des endroits où personne n'a mis le pied. Quel rapport entre un facteur et une aubergine? Le toit potager du centre de tri postal de la Chapelle, bien sûr. Et c'est les premières sur le toit là. Première tomate de la Poste. De la Poste. Presque 100 ans plus tard, Frédéric Gersal nous fait revivre l'aventure peu banale, vécue par Jules Védrine, un as de l'aviation prêt à relever tous les défis. Son idée, c'est de ne pas se tromper de toi. Surtout d'être sûr d'atterrir sur le bon toit. Absolument. Diane Joss a transformé un ancien toit d'immeuble en Éden de verdure et de nature. Mais elle n'est pas la seule à en profiter. Elles construisent Leurs petits alvéoles comme ça. des petites alvéoles comme C'est ça. vraiment comme dans la nature là. Mais tout de suite, c'est dans le 9e arrondissement qu'Yvan a rendez-vous avec un photographe amoureux des toits. Pour dénicher de nouveaux spots au sommet des immeubles, Gilles Mermet a tissé des liens avec tous les couvreurs de la capitale. Et dès qu'un échafaudage se monte, il pointe le bout de son objectif. Salut Gilles. Ah, Yvan, Comment tu vas? très bien, je t'attendais. Moi je pensais te trouver sur les toits. Ah Qu'est-ce que tu non, fais mais là ça m'intéresse aussi de... On ne peut pas s'intéresser aux toits sans s'intéresser aux façades. Les façades ont tellement d'histoires magnifiques à raconter qu'il y a toujours un lien entre les deux. Mais si tu veux, je vais t'emmener sur un toit absolument magnifique avec une vue spectaculaire sur Paris. On va monter sur un toit. On va monter sur un toit. Je peux Ça laisser va, le t'as vélo, pas là vertige? Ah bah tu Un l'emmènes peu. avec toi le vélo. Ah bon? Sur le toit? Non, ça oui. va être compliqué. Je vais le laisser là, ça sera mieux. Allez, je te suis. Donc voilà l'échafaudage qui est à placer à l'intérieur de la cour. Il n'y a plus qu'à faire attention à soi et puis prendre son souffle Et ne et pas avoir le commencer à vertige. grimper. Déjà, ça se mérite de monter sur un toit. Waouh, Waouh. magnifique. Ah oui. Alors donc après les efforts de l'ascension, la récompense, hein, Yvan, voilà. Je vois ça, Les toits ouais. de Paris, magnifique. c'est somptueux. Et alors pour moi, en tant que photographe, ce que j'aime toujours dans ces toits de Paris, c'est d'avoir ce premier plan en zinc qui montre la beauté du travail du couvreur. Et puis alors au-delà, jusqu'à l'infini, c'est ce panorama absolument extraordinaire de tous les monuments de Paris que l'on découvre et qu'on le redécouvre chaque fois de façon différente en fonction du chantier sur lequel je suis. Et c'est ça qui est absolument magnifique, c'est de se dire que toute l'histoire de Paris, vous l'avez sous les yeux, à 360 degrés autour de vous, et elle raconte toujours une histoire un peu différente en fonction de l'orientation des monuments les uns par rapport aux autres. Effect- C'est ça qui est amusant. Effectivement, tu as des angles. Là, on voit l'opéra. Ici, tu le vois sur un angle bien précis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, les Parisiens n'ont pas conscience du tout de la beauté de leur toit. Qu'est-ce qui se passe par là? Alors là, je vais t'inviter à descendre vers la cabane du chantier, et c'est là que tout se passe, justement. C'est là que vraiment le couvreur œuvre et fait des merveilles. Bonjour. Bonjour. Ça va? Sur sa pieuse. On a une belle plaque de zinc là. Ah ouais, magnifique là. Donc ça, c'est un chantier quoi? C'est un petit chantier ça ou c'est un grand chantier? C'est un chantier moyen. 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 Ok. Alors montre-moi, qu'est-ce que tu fais exactement? Donc là, donc je griffais pour que la coupe soit propre. Ouais. Et ensuite, je finis à la cisaille
Ah d'accord. Voilà, comme ceci. Ah oui, c'est assez La lourd griffe comme, permet de... Oui, oui, c'est assez tendre. Voilà. Et ensuite, je vais faire mes plis. Donc c'est comme un jeu de construction. Le zinc, ça s'altère? Ça s'altère très très vite avec la pollution, avec le temps. Le zinc s'oxyde, il perd en épaisseur, il perd en efficacité. Jusqu'à voilà, ne plus être perméable. Exactement. Et alors cette toiture-là, cette façon de faire, c'est typiquement parisien ou ça se retrouve partout? Non, c'est typiquement parisien. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 10 ans maintenant. Et qu'est-ce qui te plaît tant? Ce qui me plaît, c'est la liberté. Et puis non, vraiment le sentiment de participer, de contribuer à la préservation du patrimoine historique parisien. Il y a un côté aussi où on domine, on est au-dessus. Ouais, c'est vrai, aussi. Ça, c'est plaisant? Quand j'ai envie de me poser 30 secondes, je regarde autour de moi et je suis le plus heureux du monde. Ça n'a pas de prix, ça? Non. Dis-moi, Gilles, pourquoi les toits de Paris, c'est essentiellement du zinc? Pourquoi le zinc? Mais c'était tout simplement une découverte industrielle D'accord. qui remplaçait le cuivre, qui lui était cher. D'accord. Haussmann a généralisé l'utilisation du zinc, justement parce que le zinc pèse à peu près 5 kg au mètre carré, alors que l'ardoise pèse 50 kg au mètre carré, et la tuile 80 kg au mètre carré. Donc, si vous couvrez un toit à la mansarde avec du zinc, vous avez un toit très léger qui vous permet d'avoir en dessous une structure de charpente beaucoup plus fine, et donc de gagner en volume habitable pour mettre les bonnes, les petites bonnes qui travaillent chez les bourgeois des premiers, deuxième et troisième étages. Et c'est unique au monde, ça? C'est unique au monde. Ah oui, il n'y a pas une autre ville, ni en France, ni dans le monde, qui soit recouverte avec une telle surface que les toits de Paris, parce que c'est cette fameuse structure haussmannienne très particulière. Donc c'est un vrai patrimoine. Ah, c'est un véritable patrimoine unique au monde, absolument. Et aujourd'hui, les couvreurs zingueurs parisiens font partie de l'inventaire des biens culturels immatériels français. D'accord. Ouais. Je te laisse. Ouais. Hein, Alors, salut. En redescendant vers les grands boulevards, Yvan ne regarde plus les toits comme avant. Des mondes secrets se cachent là-haut, et parmi eux, celui de Diane Joss vaut le détour. Il y a 20 ans, elle a transformé un toit-terrasse très banal en splendide rooftop. Aujourd'hui, elle le partage avec quelques milliers d'abeilles qu'elle chouchoute comme ses protégés. La fumée, c'est pour les endormir, hein, ça leur fait pas de mal. En fait, ça leur... ça masque les odeurs d'alerte et tout ça. C'est ça. Alors ça, c'est la ruche, quoi? Varée. Ça, c'est la ruche varée, ruche naturelle varée. L'abeille, elle construit elle-même ses cires comme dans un tronc d'arbre carré. Elle se débrouille. On se fait tout un monde, hein, des abeilles. On dit que ça fait mal, ça pique, c'est agressif, mais c'est pas vrai, hein. Elles n'ont qu'une seule chose à faire, c'est d'aller à la fleur et de revenir. Ouais. Aller chercher le nectar, revenir, le donner à leurs sœurs. Et le miel se garde hyper longtemps. Ils en ont trouvé même dans les pyramides operculées. Il était C'est pas toujours vrai. bon. Toujours oui. bon. Toujours Vous pouvez bon. le consommer. Il y a d'autres sortes de ruches? Oui, alors il y a aussi la ruche kenyane. Ici, dans la ruche varée, elle se développe à la verticale et dans la ruche kenyane, elle se développe à l'horizontale. Donc on va refermer celle-ci et on va aller voir l'autre. Merci les girls, vous avez été très très mignonnes. Et ben voilà, oui. tu vois, elles construisent, D'accord. Leurs petites alvéoles comme ça. des petites D'accord. alvéoles comme C'est ça. vraiment comme dans la nature, là. Hein. Ah bah exactement, C'est beau, hein. ouais c'est beau. C'est toujours un côté magique. Voilà. On pense toujours qu'elles font les cellules directement hexagonales. Eh bien, pas du tout. Comment ça? Eh bien, elles les font rondes et avec la chaleur de la cire, du soleil, tout ça, Tac. c'est comme les bulles de savon, elles se tac, tac, tac. Elles se transforment en hexagone. Voilà. D'accord. Ah oui, je pensais qu'elles avaient un côté géomètre en même temps, mais non. Eh ben voilà, non. Elles sont tranquilles. hein, Elles tes sont abeilles. hyper Ah, tranquilles. ouais, vraiment. Quand on y va tout doux, elles n'ont aucune raison de... D'agresser, ouais. On va récolter un peu de miel quand même. Bah oui. Moi, je dis qu'on y va direct. Hein.
Ça, c'est un demi-élément rempli de miel. Vas-y, soupèse, parce que c'est vraiment... Ah oui. Ah oui, Ah il y a ouais, c'est quelques impressionnant. kilos là hein. déjà. Hein. Et ça, c'est de la cire fraîche, blanche. Et ça, on va faire une petite récolte. Là, c'est comme rempli dans de la miel. cuisine. Voilà, c'est Comment rempli on de procède, miel. alors Comment on procède? Casserole, passoire. Bon, là, j'ai un vieux couteau que j'ai tordu. Et je vais le faire passer en dessous. Voilà, tout simplement. Et je coupe. D'accord. Ça, alors franchement, tout le monde peut le faire. Hein. C'est du fastoche de chez Fastoche. Voilà, là, on a un morceau magnifique. Déjà un beau morceau, oui. Bah oui, un beau morceau. Et alors après, comment on extrait le miel? On écrase tout? Tu sais que tu peux même prendre un petit bout comme ça. Attends. Oui, et le manger directement? Bah, attends, je te le mets dans la bouche, comme ça, t'auras pas... C'est une affaire collante. Attention, le couteau est pointu. Alors Elle est pas belle, la vie? Je vais après couper tous les autres morceaux. Ça, je le mets comme ça. Et j'y vais. Hop. Tout simplement. Et le miel, il va s'écouler. Un peu mentholé. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il Bah est oui. mentholé. Bah, j'ai Un beaucoup peu de menthe poivré, ici. ouais. J'ai beaucoup de menthe. C'est pour ça. Alors, je goûte encore. C'est ça, le goût de menthe. C'est ça. Moi, j'ai très envie de visiter cette terrasse quand même. Eh ben parce alors qu'elle est viens, unique parce à qu'en Paris. fait, coup de chance, c'est qu'il y a encore un autre petit étage au-dessus avec une vue. Ah, il y a une Just Magic, surterrasse. une sur-mini terrasse. Avec Faut que une tu me vue à racontes un couper peu le ta feu. passion pour cet endroit et pour les toits de Paris. T'es perché, toi? Moi, je suis perchée. Waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est Bali, ici. Oui, mais il fut un temps, j'ai vécu Ah, t'as pas vécu mal là-bas. de temps en Indonésie, donc du D'accord. coup, c'est vrai que je suis un peu imprégnée et j'avais ramené plein de choses. Mais raconte-moi l'histoire de cet endroit. Il y avait une piscine, Ici la première piscine à vagues, tout en bas, et on pouvait monter au solarium, qui était ici. Aujourd'hui, on appelle ça un rooftop, mais à l'époque, Oui. on appelait ça Un solarium. solarium, un toit terrasse. Et donc, toi, t'as racheté tout ça? Moi, comme j'aime la verdure et la nature, eh ben, je me suis dit, là, je vais pouvoir mettre toutes mes plantes, faire pousser mes légumes. Vas-y, je t'en prie. Non. Incroyable. Just Magic. Ah ouais. C'est ma place préférée, avec le coucher de soleil vers là-bas. Là-bas. Voilà, en ce moment, c'est vers 10h moins le quart. Ouais. C'est la petite place de l'apéro. J'adore. Et puis on a pratiquement une vue à 360 degrés. Avec la Tour Eiffel, Wow. l'Opéra, l'Arc de Triomphe, la Tour Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est l'hydromel. Ah oui, à base de miel. C'est particulier, je crois. Hein. Oui, c'est mais- particulier. D'une traite. Ah oui. Merci Diane. Vraiment, merci de m'avoir permis de grimper ici, chez toi, dans ton univers. Les paris complètement dingues des sportifs de l'extrême ne datent pas d'hier. Et Frédéric Gersal en a la preuve. Il y a plus de 100 ans, on pouvait aussi risquer sa peau pour la gloire. Explication sur le toit des Galeries Lafayette, là où s'est écrit une page de l'histoire de l'aviation. Il fait Vous avez eu peur, hein? Vous aussi, vous êtes perché? Comment ça va? Très bien. Mais pas n'importe où, vous Ah non. êtes sur le toit des Galeries Lafayette. Vous vous rendez Parce que compte? êtes super chic. Vous avez vu ça? Alors, une vue extraordinaire, évidemment. Théophile Bader, créateur des galeries, trouve un emplacement incroyable au 1 rue Lafayette. Ah bah oui, Alors, ça devient les Galeries Lafayette. Lafayette. Donc créé en 1899, à partir de ce moment-là, il réalise d'importants travaux avec cette verrière extraordinaire au-dessus de l'escalier et au-dessus du magasin. Donc il fait des travaux et en 1912, c'est l'inauguration et il propose un coup de pub extraordinaire. Il demande à tous les aviateurs de venir se poser en avion ici en 1912. Là, sur le toit? Sur le toit pour 25 000 francs. Ici. On est au tout début de l'aviation. Et il faut attendre le lendemain de la guerre, 1919, où là, il y a un type, un as de l'aviation de la guerre de 14, Jules Védrine, qui décide de relever le gant.
Alors, janvier 1919, il est sur le terrain d'aviation, Il décolle d'où? juste à côté, là, à Issy-les-Moulineaux, en face de Paris, sur les rives de Seine. C'est pas loin. Alors, le temps est pas très bon, il est couvert, parce que son idée, c'est de ne pas se tromper de toit. Surtout d'être sûr d'être sur le d'atterrir bon sur le pour bon les 25 000 toit. francs. Absolument. Et voilà qu'il arrive par ici et qu'il vient se poser. Et il vient finalement atterrir et il descend de son caudron, fait le tour pour être sûr que rien n'a été trop abîmé. Et puis il faut qu'il redécolle. S'il veut toucher les 25 000 francs, il doit repartir pour redécoller. Parce qu'en plus, Oui, pour oui, avoir monsieur. les 25, il fallait Oui. repartir. C'est un vrai pervers, le directeur. Alors à ce moment-là, il y a la marée chaussée qui arrive. Non. Il y a la police qui vient lui mettre une contredanse parce qu'il a garé son aéronef là où il fallait pas. Combien? On croit rêver, 16 francs. Le directeur du magasin lui offre quand même ses 25 000 francs pour l'exploit. Du coup, c'est un coup de pub évidemment énorme pour les Galeries Lafayette. Et ce Jules Védrine va être obligé de démonter son avion pièce par pièce avec son mécanicien et tout descendre par l'escalier. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu alors, Jules Védrine? Alors Jules Védrine, qui était un as de l'aviation pendant la guerre, il imagine de faire un Paris-Rome en avion. Oui. Il est pris dans un brouillard incroyable et il va s'écraser. Non. 4 mois après son exploit ici aux Galeries Lafayette. Il est mort. Et il est mort. 4 mois plus tard, un autre aviateur passera sous l'Arc de Triomphe. ça, c'est dingue. Donc c'est une année incroyable que cette année 1919 avec cet homme qui vient se poser ici. Donc on est bien sur les toits de Paris avec une vue incroyable. Imaginez-vous en avion en approche, il roule encore quelques mètres avant que le moteur ne Il n'y avait s'arrête. pas de câble pour l'arrêter. Mais non, rien. Comme Vous sur croyez sur un porte-avions? Oui, sur un porte-avions. Mais non, pas du tout. Allez, venez avec moi, on va regarder les toits. Ah oui, moi, je Regarde veux si bien. les avions passent. On va avoir plutôt des pigeons, non? Oui, ça, c'est sûr, comme nous. Sur les toits, on trouve des gens perchés bien sûr, mais aussi quelques timbrés. Direction un centre de tri postal pas comme les autres. Dans le 18e arrondissement, une drôle de communauté, les facteurs graines, a décidé d'investir les toits de leur bureau pour en faire un potager géant. Salut Alain! Tu vas trop vite pour moi! Salut, ça va? Ça T'as va, fini? Yvan? Bah oui, t'as Bah fini ouais. ta tournée? Bah je viens de finir, je suis fini là. On va où là? Bah on va là, tu vois, c'est là que je bosse hein. C'est quoi, C'est c'est le là centre que de je tri bosse. du boulevard de la Chapelle? Ouais, centre de tri, surtout centre de distribution quoi. Donc une fois que t'as fini ta tournée, t'endosses l'habit de jardinier. Bah j'ai un petit peu de boulot d'abord et puis après, ouais, après je change de casquette. Je suis devenu facteur graines. Voilà, on va se poser là. Effectivement, c'est impressionnant. C'est beau, ouais. Voilà. Donc Bah, c'est écoute, ici. je vais t'emmener voir Sophie hein. Sophie qui est... Sa bande, Sophie, bah, qui est avec quelques autres, qui est vraiment à l'origine du projet Facteur Graines, voilà. Je te laisse entre de bonnes mains. Je te laisse Alain. Voilà. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut Sophie. Salut. Donc là, c'est déjà la récolte. Et ouais, La des récolte des tomates. Les premières tomates. Et c'est les premières sur le Premières toit là. tomates de première tomate de la Poste même. De la hein. Poste. Tomate de la Chapelle de la Poste. Ah bah moi ça pousse ici sur le toit. Raconte-moi, c'est quoi cette idée de facteur graine? Comment ça a commencé? Facteur Graines, ça commence déjà par une envie de m'engager et de relier peut-être finalement ce que j'avais un peu exploré dans l'agriculture urbaine. J'étais directrice de bureau de poste depuis 15 ans. Et j'ai décidé de m'engager et de m'élancer sur les toits. Donc j'ai commencé à visiter des toits de la Poste. Et à chaque visite, je faisais des rencontres de postiers qui me racontaient la même histoire que celle qui germait dans ma tête. À savoir que l'un me disait je suis apiculteur, l'autre me disait mais moi je suis jardinier. Et donc à un moment donné, je me suis dit mais voilà, tout ça fait sens et il y a vraiment quelque chose à faire ensemble, à écrire cette histoire. Il fallait trouver un lieu et notre entreprise a joué le jeu en proposant ce toit-là. Et ben nous, on s'est réunis, je les ai tous appelés, mes petits jardiniers apiculteurs engagés. J'ai dit, voilà, vous voulez pas qu'on y aille? Et ça a marché. Et ça a marché. On a monté une association qu'on a appelée la communauté Facteur Graines. Alors Facteur Graines, pourquoi? Parce que le facteur, c'est notre métier de cœur. Oui. Et puis finalement, c'est aussi le facteur exponentiel de la graine. Qui en fait, en s'essaimant, on est 240 000 postiers. Donc on se dit que si finalement ce petit noyau donne des idées un peu partout, on peut essaimer des initiatives telles que celle-ci. T'as combien de mètres carrés là? Là, on a presque 1000 mètres carrés. Ah
Et on a réussi à faire finalement 4 champs. On a 53 buts de permaculture là, aujourd'hui pour explorer et apprendre ensemble. Mais cultiver comme ça sur un toit, ça n'a pas des conséquences quand même? Enfin, la pollution n'a pas de conséquences? Bah là, non, beaucoup moins que tout ce qui peut être pesticides, quoi, par exemple. Donc là, on est vraiment que sur des pratiques Donc là, tu peux assurer que c'est quand même très, très bio. Ah ouais, c'est de tout. Alors, le label bio n'existe pas pour de la culture hors sol, ça n'existe que pour le plein terre. Mais en tout cas, on est sur des pratiques agroécologiques. Regarde les aubergines qu'on a. Bah, tiens, on va la ramasser, celle-là. Ah oui, elle est belle. Regarde. Tiens, si tu veux te faire plaisir, tu la coupes là. Je te laisse. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces fruits et légumes? Alors, nous, le but est vraiment de réapprendre aux gens à acheter local et manger local. Donc, on va les distribuer, effectivement, on les distribue déjà à tous ceux qui participent. On a tous envie de manger et de partager après ce qu'on a fait pousser. Et puis aussi de les proposer en bas à ceux qui travaillent dans le quartier. On est vraiment, ultra local. Donc ça crée effectivement ça crée énormément de liens et de rencontres, ouais. C'est mieux que la machine à café, quoi. C'est encore mieux que la machine à café. Et en plus, on bronze, tu vois. On bronze beaucoup. Moi, j'ai mis mon chapeau parce que, ça tape, hein. Ça vous arrive de vous sentir observé quand vous marchez dans la rue? Levez les yeux vers le ciel et vous aurez peut-être la surprise d'y voir un des rares adeptes du parcours. Cette discipline qui consiste à sauter de toit en toit. Yvan a rendez-vous avec l'un d'entre eux, Johan Leroux, alias Zéphyr, dans le quartier des Abbesses. Oh tiens, mais tu viens d'où? Comment vas-tu? Johan. Bah écoute, je te cherchais là-haut, moi. Ah, fallait regarder de l'autre côté à ce moment-là. Ça, tu viens de là-haut? J'arrive de là-haut, effectivement. Les balcons sont assez simples et puis quand on prend un petit peu son temps. Ah bah oui. On Montre-moi tes mains, toi. C'est un petit peu sale. T'as quoi? T'as des ventouses particulières? Non, mais j'ai pas mal de cornes sur les mains, effectivement. À force de crapahuter partout, on se forge justement un petit peu des mains solides sur lesquelles vraiment on peut avoir confiance en ses mains et ses accroches. Toi, Johan, ton activité principale, c'est d'être sur les toits? Alors techniquement, mon activité, c'est surtout le fait d'être fort pour être utile. C'est-à-dire que je vais utiliser les capacités de mon corps dans un environnement qui me laisse des opportunités de création assez énormes au niveau du déplacement. Effectivement, c'est en train de devenir une vraie communauté, comment on appelle ça, les Yamakasi? En gros, alors, Yamakasi, c'est le nom d'un seul groupe. C'est un petit peu comme si tu disais que les footballeurs faisaient du Zidane. Ouais. Donc, on a le nom parcours, free running et art du déplacement. Ouais. Donc, c'est des disciplines et des philosophies différentes, mais qui se rejoignent dans le fait d'utiliser son corps pour soi-même et pour les autres, tout en se déplaçant efficacement dans un milieu urbain. Et alors toi, qu'est-ce que tu recherches exactement? Le plus grand parcours? Ce que je cherche, c'est, on va dire, sur les toits parisiens, c'est purement l'exploration, la découverte. Je suis un aventurier, je suis quelqu'un qui adore découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux points de vue, des endroits où personne n'est jamais allé. Dans Paris, il y a des endroits où personne n'a mis le pied. Et comment tu fais pour les trouver, ces endroits-là? Eh bien, en général, je me perds, puisque le meilleur moyen de trouver l'introuvable, pour moi, c'est de se perdre. Et qu'est-ce qui t'intéresse tant que ça sur les toits de Paris? C'est vrai qu'on a toujours cette impression, quand on nous voit grimper, qu'on a besoin de ce rush d'adrénaline, qu'on est toujours dans le côté sport extrême. Mais en fait, quand on va sur les hauteurs, on se rend compte que c'est calme, qu'il y a très peu de gens. Les gens sont vraiment très accueillants sur les toits parisiens, d'ailleurs. Ah bon, il y a du monde quand même sur les toits? Il y a du monde, effectivement. Comment ça, ils sont accueillants? Tu croises qui? Alors en général, quand on va grimper un immeuble, on peut avoir à croiser des gens sur leur balcon. Des fois, ils nous invitent à boire un petit café ou tout simplement nous demander qu'est-ce qu'on fait là. Mais ce qui te plaît, c'est ça, c'est contrôler ton corps. C'est ça. C'est un outil formidable, le corps humain. On est capable de faire des choses extraordinaires. Je dis souvent que si l'impossible est impossible, c'est que personne ne l'a encore réalisé. Toute dernière question, Yann. C'est un vrai spot intéressant, Paris, pour les toits, pour grimper? C'est l'endroit idéal? Qui n'a pas rêvé de voir l'horizon à partir de Paris? Moi, quand je me couche le soir, que je dors sur les toits de Paris, j'ai la tour Eiffel qui s'illumine le soir avant que j'aille me coucher, et elle s'illumine à mon réveil.
Voilà. Tu dors sur les toits de Paris. Je dors sur les toits de Paris avec mon équipe, on se fait des petits dodos sur les toits avec les hamacs, très souvent. C'est la plus belle chambre du monde alors. Eh ben, disons que sur l'hôtel 4 étoiles, on a décidé de prendre le dernier étage, celui qui est au-dessus des derniers étages en gros. Et on a effectivement des plus belles vues. On va se quitter. On va terminer ensemble l'émission. On va dire au revoir aux téléspectateurs si tu veux bien. Avec grand plaisir. On va les inviter à voir au revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre histoire, une autre belle balade dans Paname. Moi je pars par là, toi tu pars sur ce mur-là, non? Je vais y réfléchir. D'accord, salut à toi. Ciao. Si vous voulez vous initier au parcours, surtout ne tentez pas de le faire par vous-même, mais prenez contact avec des spécialistes comme Johan. Pour revenir sur un lieu bien perché et chargé d'histoire, direction le rooftop des Galeries Lafayette. Enfin, une autre vue imprenable sur la capitale, le restaurant La Maison Blanche.